Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la tribune du festin intellectuel que nous appelons la classe éclaireur pro-vérité. Et nous saluons avec beaucoup de respect et beaucoup d'abnégation toutes les personnes qui nous suivent tous les jours. Nous vous disons infiniment merci. Et la lutte continue comme nous aimons à le dire. Et comme je vous le disais la dernière fois, quand on maîtrise la psychologie d'un individu, c'est qu'on maîtrise la personne. Et si vous remarquez, ma position elle est restée inchangée. J'avais à dire que le ver de terre n'avait jamais été malade et qu'il était dans de la pure simulation. En réalité, le Laurent Gbagbo ne faisait que distraire le monde en faisant croire qu'il était malade et qu'il ne se portait pas bien, et patati patata. Mais à la réalité, l'individu n'avait absolument rien. Sachez que quand tu dures dans quelque chose, tu finis par devenir professionnel de la chose. Il a pensé qu'en mentant, qu'en simulant une maladie, les uns et les autres auraient pris de la compassion à son égard et auraient dit pourquoi on peut faire cela à un vieil homme malade qui est déjà en fin de vie. Mais vu la perspicacité du président de la CEI qui a dit et qui a affirmé et qui a assumé, subitement, le vieil homme sort de sa cachette pour venir dire que demain il va faire une déclaration et qu'il va faire un recours. Quelle honte! Quelle honte! Mais ce recours sera nul, vain et sans effet. Je préfère lui donner le verdict. À son âge, le mensonge ne doit plus être un élément qui devrait être utilisé. Mais comme on le dit, la dignité humaine n'est pas la chose la mieux partagée. Et donc, nous, on va continuer à vous dire la vraie vérité. En réalité, Laurent Gbagbo s'était caché pour deux raisons. Première raison, si ces miliciens qu'ils ont jetés à la rue, si toutes les tentatives qu'ils ont essayées, 300 jeunes ont dit non, ils veulent Gbagbo sur la liste. Or donc, il sait que la voie à suivre était là. Mais il voulait d'abord tester. Qu'est-ce que le chef du village allait dire? On a manipulé presque toutes les corporations. Et maintenant que tout a échoué et qu'ils ont vu la perspicacité d'un homme qui connaît son travail, il dit maintenant qu'il va suivre la procédure normale. Et c'est ce qu'on vous dit, les pro-Gbagbo, en réalité, ce sont de grosses poules mouillées. À commencer par Laurent Gbagbo lui-même. C'est des gens avec qui il ne faut pas du tout jouer. Et donc voilà l'individu qui subitement, selon certains qui étaient en fin de vie, qui est guéri, qui est aujourd'hui parfaitement sur pied pour pouvoir faire des déclarations. Quand même. Quand même. Et moi, je l'ai dit, ce monsieur n'a jamais été malade.
ce n'était que de la simulation, en espérant que toutes ces tentatives de déstabilisation, de cafouillage auraient eu un succès. Et comme ça, si arrestation il devrait avoir, les gens seraient mal à l'aise pour dire, mais jusqu'à sur son lit de mort, vous allez arrêter quelqu'un. Ça, comme ça, c'était pour lui une manière d'échapper. Et dans le meilleur des cas, on lui aurait fait un voyage médical pour qu'il soit hors du pays et qu'il regarde le pays brûler. Mais vu qu'il a vu que tout ça n'a pas marché, subitement il est guéri. Demain, il va faire une déclaration. Il va aussi faire un recours. On est là, on le regarde. Mais il va faire ce recours-là, comme je l'ai dit là. Ça ne passera pas. Et ça sera nul. Et de nul effet. Ça aussi, on va lui dire ça. Le 6 qui va devenir 9 là. Tant que le 6 là ne devient pas 9 là. Et que ils ne font pas le pire qu'ils peuvent faire là. Laurent Gbagbo ne sera pas mis sur cette liste-là. Ça, je préfère vous dire cette vérité-là, que ça vous plaise ou pas. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer par le premier sujet, qui est un sujet qui fait chaud au cœur, parce que, concernant la lutte contre la corruption, 19 fonctionnaires suspendus ou révoqués pour corruption. Dans un article, le magazine panafricain Jeune Afrique fait un décryptage de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire avec le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, Zorobi Balo, et met en parallèle l'implication de la justice qui est soupçonnée de fois de servir l'intérêt des malversations. Avec le ministre Epiphane Zorobi Balo, la promotion de la bonne gouvernance, le magazine panafricain Jeune Afrique revient sur la stratégie et les mesures mises en place pour tenter d'endiguer la corruption. Beaucoup d'efforts ont été fournis pour recruter des magistrats avec de plus en plus de formations spécifiques, y compris sur la question de la transparence et de la lutte contre la corruption. Et des réformes ont été menées, affirme-t-il. Ainsi, le ministre souligne que le ministère dont il a la charge est acteur prenant des actions sur le terrain. À chaque signalement, nous menons nous-mêmes des opérations de vérification. Jusqu'à présent, 76 ont été réalisés. 19 fonctionnaires et agents de l'État ont été suspendus ou révoqués et une quarantaine d'agents de police ont été traduits devant le tribunal militaire, poursuit le ministre. Poursuivant, Jeune Afrique indique que le fléau de la corruption, qui n'épargne aucun secteur en Côte d'Ivoire, le ministre a souligné l'attente de la population pour ce programme anti-corruption. Il se dit pleinement conscient des énormes attentes de ses concitoyens et les encourage à dénoncer les faits de corruption en leur promettant l'anonymat, souligne-t-il avant de signifier que le ministère est la pierre angulaire et l'atout anti-corruption du président Alassane Ouattara, avec plusieurs affaires résolues à son actif. Les actions du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance commencent en effet à produire les premiers résultats encourageants. Depuis sa mise en place en juillet 2022 jusqu'à janvier 2023, 519 cas de corruption ont été signalés, pour la plupart dans les secteurs de la défense et de la sécurité, avec de nombreux cas de rackets routiers, de l'habitat et de la construction, ainsi que de la santé, a dit le média. Pour rappel, la Côte d'Ivoire accueillera à la mi-juin 2023 le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale, dont c'est la première édition en Afrique. Progresse d'un point de 2021 à 2022 dans le rapport annuel sur l'indice de perception de la corruption IPC publié par Transparency International. La Côte d'Ivoire gagne ainsi 6 places au classement mondial pour passer de la 105e à la 99e place sur 180 pays étudiés. Par ailleurs, en partenariat avec le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office national de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, le ministère travaille au développement d'une politique de protection des lanceurs d'alerte. Depuis sa nomination comme ministre de la Promotion de la bonne gouvernance en avril 2021, l'ancien magistrat multiplie
les mesures pour tenter d'endiguer la corruption. C'était un article d'Afrique Soir pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Et avant de progresser, si possibilité il y a, laissez-moi mettre d'abord le lien pour que ceux qui veulent vérifier puissent le faire. Ok, c'est chose faite et nous passons directement au sujet numéro 2. Le sujet numéro 2, vous m'excuserez, vous verrez que je tousse et voilà, l'air est très pollué en ce moment à New York et il y a eu un feu de brousse gigantesque au Canada qui nous affecte ici du côté de New York et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes toussent et c'est pas la grande forme. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, nous avions parlé ici de certaines mesures qui avaient été annoncées lors d'une conférence de presse par un nutritionniste de Nestlé en Côte d'Ivoire. Et ils avaient dit qu'il ne fallait pas consommer le kimchi cru, comme on le fait sur le garba, et qu'en plus, il fallait 2 kimchi pour 6 personnes, dans un plat pour 6 personnes. Et après, ils avaient donné des solutions de nutrition. Et depuis le 5 juin, je crois, le lendemain de la déclaration, il y a Nestlé qui a produit encore, à partir d'Accra, un communiqué de presse. Et vous pouvez voir la note sur nos différentes pages. Et le communiqué de presse a pour titre « Clarification sur nos conseils de préparation avec les bouillons Maggi ». L'utilisation la plus courante des bouillons Maggi est lors de la cuisson. Celle que nous recommandons d'ailleurs. De cette façon, les saveurs du bouillon Maggi sont libérées de façon optimale. En Côte d'Ivoire, nous savons que beaucoup d'entre nous utilisent le cube Maggi directement sur le plat prêt à être consommé, notamment dans l'attiéké ainsi que dans les marinades et vinaigrettes. Cela ne pose aucun problème. En fonction de nos goûts et préférences, que ce soit pour un plat cuisiné ou non, nous recommandons d'utiliser les bouillons en ayant à l'esprit qu'il s'agit toujours de respecter l'apport journalier en sel recommandé. C'est le message sur lequel nous avons insisté lors de l'atelier sur la nutrition tenu le 2 juin 2023 à Abidjan au siège de Nestlé Côte d'Ivoire. Nous vous adressons nos sincères excuses pour la confusion suscitée par nos propos et nous vous rassurons que nos bouillons sont des produits de qualité et qu'ils peuvent être consommés en toute sécurité, quel que soit votre choix. Et c'est signé Patricia Ekaba. Et donc, si clarification, il devrait en avoir, voilà qu'elle est présentée. Et nous sommes des communicants. Nous n'avons pas une grande... Moi, en tout cas, je n'ai pas de capacité nutritionniste. Et donc, c'est encore plus intéressant qu'ils aient fait la clarification. Je crois qu'on va partir de leurs documents pour s'en tenir qu'à cela. Et donc, vous verrez que je pourrais faire très peu de communiquer sur cela parce que ce n'est pas un domaine qui est dans mes champs de compétences. Sujet numéro 3. Les Ivoiriens doivent aider la CEI à être inclusive et sans reproche. Le président de la CEI, le magistrat Ibrahim Koulibaly, était l'invité de l'émission NCI 360 du dimanche 4 juin 2022 pour un débat sur le rôle de ces institutions dans l'organisation des élections démocratiques en Côte d'Ivoire d'une part et le contentieux de la liste électorale issue des irrégularités relevées par les partis politiques d'autre part. En effet, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues le 2 septembre 2023. À cet égard, les partis politiques sont à pied d'œuvre pour les préparatifs de ce grand événement politique qui a un rôle prépondérant dans la vie politique de la nation. Ces élections seront le baromètre de l'élection présidentielle de 2025. La CEI, qui est l'institution dédiée à l'organisation des élections, vient de publier la liste électorale provisoire qui suscite par ailleurs la polémique collective engendrée par certaines irrégularités y constatées et dénoncées par les partis d'opposition. Tambour battant, le PPACI, un parti d'opposition, accuse sans prendre de gants la CEI
d'être responsable de ces irrégularités constatées qui se caractérisent par la présence de personnes décédées, mineurs et centenaires sur la liste électorale. Ils s'indignent de l'absence de leur mentor Laurent Gbagbo de la dite liste, contrairement à certains condamnés et repris de justice qui continuent de jouir de leurs droits civiques et politiques malgré leur démêlés avec la justice. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly, a tenu en haleine tous les téléspectateurs, ses co-débatteurs, voire la nation tout entière, de sa maîtrise du droit. Dans un langage pédagogique, magistral, succinct, franc et académique, il a expliqué point par point les règlements législatifs qui régissent le code électoral. Ces explications n'ont laissé personne indifférent, eu égard à la perspicacité des éléments de réponse. Cependant, il a félicité les remarques faites par le PPACI sur les irrégularités constatées qui, au demeurant, vont booster les pouvoirs publics, les partis politiques et les citoyens à aider la CEI à mettre à jour la liste électorale qui, depuis 2008, a besoin d'être ratifiée et régularisée. À cet égard, il a attiré l'attention du ministère de l'Intérieur qui a la pleine latitude de mettre à la disposition de son institution chaque année la liste nationale des certificats de décès. Quant au ministère de la Justice, il l'exhorte à lui fournir les décisions de condamnation définitive des personnes en conflit avec la justice et qui sont privées de leurs droits civiques et politiques à l'instar de Laurent Gbagbo. En outre, il interpelle les partis politiques à prendre à bras le corps le contentieux de la liste électorale. Dans la même veine, tous les électeurs sont invités à vérifier leur présence et les erreurs sur leur état civil susceptibles d'irrégularité. Tous ensemble, les Ivoiriens doivent aider la CEI à être inclusive et sans reproche. En revanche, il a insisté que la présence des centenaires et des mineurs sur la liste électorale n'affecte pas la sincérité du scrutin. C'est un article de M. Daniogo Idriss, cadre RHDP Diaspora. Sujet numéro 4. Sexualité et liberté. Il y a quelque temps, l'information avait circulé que la représentation de l'Union européenne dans notre pays avait affiché dans ses locaux le drapeau caractéristique des LGBTQ, à savoir les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et queers, qui n'a jamais bien compris le sens de ce dernier mot. Certaines personnes en avaient été choquées et quelques amis m'ont demandé mon opinion sur cet acte de l'Union européenne. L'année dernière, je crois que c'est l'ambassade américaine qui avait aussi affiché sur sa clôture ce même drapeau. Et cela avait scandalisé de nombreuses personnes. Personnellement, cela m'a laissé indifférent parce que l'existence des LGBTQ ne me scandalise pas, ne me choque pas. Leur sexualité est différente de la mienne, mais cela ne leur enlève pas leur qualité d'être humain et le droit d'exister et de vivre leur vie. J'estime que chacun a le droit de vivre sa sexualité en toute liberté, tant qu'elle se pratique entre humains, adultes et consentants. Un homosexuel n'a pas, à mes yeux, moins de qualité qu'un hétérosexuel. J'ai eu dans mon proche entourage des personnes homosexuelles ou bisexuelles et cette orientation sexuelle de leur part n'a en rien joué sur nos relations. Ceci dit, est-ce que l'Union européenne ou les États-Unis ont le droit d'afficher ce drapeau dans leur représentation diplomatique? Je crois savoir que les ambassades sont un peu considérées comme des prolongements des territoires des pays qu'elles représentent et à ce titre, elles sont inviolables. De ce fait, chaque ambassade est libre d'afficher ce qu'elle veut en son sein. Quel message ont-elles voulu nous envoyer? Je crois qu'elles veulent nous dire que leur société accepte ce qu'on appelle LGBTQ. Et je crois que cela, nous le savons tous. Nous savons qu'en Europe et aux États-Unis, de même que dans plusieurs autres pays dans le monde, les homosexuels peuvent se marier. Quiconque a déjà été dans ces pays n'est plus étonné de cet état de fait. Il se trouve que, dans le mois de mars,
Je me suis rendu aux États-Unis, plus précisément dans la ville de San Francisco, qui fut l'une des premières dans ce pays où les homosexuels pouvaient vivre librement et s'afficher ouvertement. Ils ont un quartier qui s'appelle le Castro, où les couleurs du drapeau LGBTQ sont affichées partout et parfois peintes sur la chaussée. C'est aussi à San Francisco que l'on trouve des magasins où l'on vend en toute liberté du cannabis. Maintenant aussi aux États-Unis et à New York, ici aussi c'est la même chose. Paris aussi a son quartier d'homosexuels. Ici quand tu as Soho, voilà. Et puis le cannabis ça se vend partout aujourd'hui, c'est devenu légal à New York. Tout cela, ce sont les mœurs de ces pays et qui ne sont pas les nôtres. Si en Côte d'Ivoire, l'homosexualité n'est pas punie pénalement, force est de reconnaître qu'une partie de notre opinion la réprouve fortement. Tout comme dans de nombreux pays africains. L'Ouganda vient d'adopter une loi qui punit de l'emprisonnement à vie, voire même de mort l'homosexualité. J'estime que ce pays est allé trop loin. Serons-nous demain plus tolérants envers les LGBTQ? Peut-être. En tout cas, je le souhaite. Si c'est à cela que nous invitent ceux qui ont affiché ce drapeau dans leurs ambassades, je suis d'accord avec eux. Mais ce que je désapprouve, par contre, chez les Européens et les Américains, c'est leur propension à vouloir imposer leurs mœurs partout dans le monde en oubliant le chemin qu'ils ont eux-mêmes parcouru avant d'en arriver là. J'ai personnellement été choqué par l'attitude des Européens et Américains envers le Qatar lors de la Coupe du Monde de football. Parce que ce pays refusait les homosexuels et refusait que les homosexuels s'y affichent et que l'on y boive de l'alcool. Il y a à peine quelques décennies, l'homosexualité était sanctionnée par des peines de prison dans tous les pays européens et aux États-Unis, pays où l'alcool fut aussi banni à une certaine époque. Jusqu'à ce jour, le mariage homosexuel n'est pas autorisé dans tous les États-Unis et l'avortement, qui est totalement libre dans l'Union européenne, est en train d'être banni aux États-Unis. De même, la peine de mort qui est proscrite en Europe et chez nous en Côte d'Ivoire est toujours pratiquée aux États-Unis. Cela veut dire que chaque pays, chaque peuple a sa culture et ses mœurs qui évoluent à leur propre rythme. Il appartient aux visiteurs du Qatar de s'adapter aux lois de ce pays et non le contraire. Chacun a le devoir de respecter les mœurs de chaque pays, même s'il ne les partage pas. Certains Ivoiriens ont estimé que les Européens veulent nous imposer l'homosexualité en affichant le drapeau des LGBTQ. Je ne crois pas que l'on puisse imposer une pratique sexuelle à qui que ce soit. Je crois plutôt qu'ils voulaient nous inviter à plus de tolérance envers ceux qui ont une sexualité différente. Et c'est un article de notre père Venance Conan. Et déjà, nous sommes dans un monde aujourd'hui, il faut être capable de s'assumer. Et je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec cet article de notre père qui semble être très tolérant et je dirais même qu'il ressemble à de la permissivité. Et cher père, cher aîné, nous sommes des intellectuels. Quand on vient sur le terrain de la raison, et vous êtes quelqu'un que nous admirons énormément, mais nous autres Africains, nous ne pourrons jamais accepter d'être permissifs. Ça, je préfère le dire. Je comprends totalement votre attitude. Vous essayez d'être dans le juste milieu. Mais souvent, il y a des questions où on ne peut que être dans les extrêmes. Et pour nous autres Africains, nous savons les implications de ce que veulent nous imposer. Est-ce qu'au Ghana, l'ambassade, la diplomatie londonienne n'avait pas imposé aux Ghanéens de pratiquer et de laisser faire l'homosexualité sous peine de leur couper des aides? Mais ça, c'est une position extrême. On ne donnait pas de choix au Ghana. Et en tant que personne humaine, effectivement, nous ne pouvons pas dire à quelqu'un de choisir le mode de vie qu'il veut. Mais en même temps,
Pourquoi aussi on ne permet pas aussi d'accepter les psychopathes dans notre société? Pourquoi on n'accepte pas aussi les meurtriers dans notre société et dire non, bon, ce sont ces hommes? Parce que en réalité, l'homosexualité, là, il y a quel bénéfice dedans? Voilà où on devrait commencer. Quand tu demandes à un alcoolique, il dit non, quand je bois, j'oublie mes problèmes. Au moins, ça a un avantage, c'est que ça le coupe de la dureté du monde réel pour un temps. Mais seulement que ça le détruit lui-même. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise là, homosexualité là, bénéfice qu'il y a dedans là, ils n'ont qu'à nous dire, on va voir. Si c'est bon là, mais ceux qui font déjà là, ils n'ont qu'à faire. Ceux qui font déjà là, Dieu merci, les bénéfices sont en train d'être sur leur société. C'est pourquoi leur population est en train de disparaître. Et aujourd'hui, nous, on veut nous inviter à accepter que notre population puisse disparaître. On veut nous inviter parce que nous, là, ça fait partie de nos avantages sur la terre aujourd'hui. On a une forte natalité. Je parle de nous, les Noirs d'Afrique. On veut nous dire non, de ne pas exercer notre droit naturel. Et on veut même transformer l'ignominie en vérité. On veut d'abord nous faire accepter. Mais derrière ce portrait, nous ne sommes pas contre les homosexuels. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un, voilà comment tu dois vivre. Mais ce n'est pas à ceux-là de nous dire comment nous devons vivre. Parce qu'à la réalité, il faut le dire sans embâche. Partout où ces personnes ont eu plus de droits, où ont eu leurs droits, on a toute l'impression qu'ils veulent s'imposer aux autres. Et ça, des gens comme moi ne l'accepteront jamais. Je n'ai pas dit que je vais combattre quelqu'un. Je n'ai pas dit que je vais donner le choix à quelqu'un. Mais quand tu regardes le désordre moral et mental dont font preuve ces personnes-là, venez au Gay Parade à New York, vous comprendrez de quoi je parle. Si c'est une société de ce genre-là qu'on veut créer, en ce moment-là, nous autres, on ne serait pas dans les à peu près. On ne sera pas, moi en tout cas, on laisse on. Moi, je ne serai pas dans les à peu près. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas dit que je vais le faire. Je n'ai pas dit que je vais... Non. Mais nous n'accepterons jamais. Si c'est ça, là, coupez vos aides. Si c'est ça, là, mettez votre bombe nucléaire sur nous. On ne peut pas obliger un enfant qui n'est même pas encore né. On l'oblige déjà vers un chemin. Venez à New York, vous allez voir ce qui se passe. Des enfants qui sont nés, on leur dit non, 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 il ne faut pas te marier, tu n'as pas de sexe. Comment on peut, un être humain qui naît, on dit c'est un garçon, on dit non, non, on ne connaît pas son sexe. Quand il va grandir, il va choisir son sexe, comme un ver de terre. Parce que les vers de terre aussi peuvent changer de sexe. Avec quelques poissons, c'est des spécificités de la nature. Et donc, le désordre qui va être installé là, nous, on ne sera pas d'accord. Et cher père, je ne suis pas d'accord avec votre permissivité. Et le mot que j'emploie, je l'emploie avec beaucoup de tact. Parce que je vous ai trouvé permissif sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé que vous avez eu peur de vous assumer. C'est au père Venance Conant que je parle. Pour quelqu'un pour qui j'ai trop de respect. Mais j'ai dit, quand nous venons sur le terrain intellectuel, nous disons ce que nous pensons. Et cher aîné, je ne suis pas du tout d'accord avec votre article. C'est pourquoi je l'ai lu. Et pour m'exprimer aussi en face de milliers de personnes, pour vous dire que peut-être c'est l'un des premiers sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais je préfère aussi vous le dire en face. Je ne suis pas d'accord avec votre permissivité. Et ça, je tiens à le réitérer une fois de plus. Sujet numéro 5. La source de la légitimité politique ne se trouve pas dans un tribunal pénal. Et comme nous le disons, certains se surprenaient. Ah non, Blé Goudé puis Gbagbo là, ils ne se parlent plus. C'est fini. Ils ont coupé Inyamo. Bon, maintenant là que c'est chaud sur eux là. Maintenant là, les deux disent qu'ils ont fait sortir dans leurs journaux là. Que eux félicitent les avocats de Blé Goudé et puis Gbagbo et puis les ont mis ensemble là-bas. En fait, c'est le même combat que ces gens-là mènent. Et donc, c'est là que le père Alexis Diet a écrit un article pour dire que la source de la légitimité politique ne se trouve pas dans un tribunal pénal. Dans un tribunal pénal, là, c'est les criminels qu'on juge là-bas. Donc là, ce n'est pas parce que tu as été un criminel qui a échappé comme un braconnier qu'on va dire que donc tu as une légitimité politique, tu es devenu un Gandhi ou bien quelqu'un qui va impressionner les gens. C'est deux choses complètement différentes. Il est à espérer que malgré son déficit abyssal du sens de la responsabilité et sa vision antidémocratique étroitement guerrière de l'affrontement politique, le FPI
soit suffisamment lucide pour ne pas considérer l'efficacité de la plaidoirie d'un avocat dans un tribunal pénal comme une source de légitimité politique. Et donc, le père Alesside nous dit que quand on n'a pas d'électorat, quand on est un parti minoritaire et quand on est un chef de parti qui est irresponsable de façon illimitée comme Laurent Gbagbo et qu'on n'a aucune vision démocratique, mais qu'on se considère comme un chef de guerre dans l'affrontement politique permanent, alors il ne faut pas penser que lorsque on est traîné devant des tribunaux pour des crimes et que ces avocats ont pu, par certains stratagèmes, vous offrir une certaine liberté, il ne faut pas penser que vous êtes devenu un chef de parti politique et que vous allez tirer les bénéfices en termes d'aura, en termes de reconnaissance, pour qu'on dise que vous êtes un grand homme politique. Il dit c'est deux choses complètement différentes. Est-ce que Pablo Escobar peut estimer qu'il est heureux d'être un homme bon parce qu'il a échappé à la justice? Est-ce que El Chapo peut dire que lui, il est devenu bien parce qu'il a échappé à la justice? Je ne crois pas. Un avocat est tout simplement formé pour défendre avec des arguments efficaces les intérêts particuliers de ses clients et faire gagner techniquement leur cause. Furent-elles de mauvaises causes, telles que le désir d'impunité d'un acteur politique, animé par l'intention de ne pas assumer les conséquences politiques calamiteuses de ses choix, de ses décisions et de ses actes? Il dit, la profession d'un avocat, là, c'est de défendre quelqu'un. Il dit, un avocat, là, même sur le mensonge, là, il peut faire des fabrications et puis te libérer. Il dit donc là, même tu peux être un criminel, mais si ton avocat, là, il trouve des stratagèmes, il trouve des mécanismes, là, avec les preuves et avec quelques subterfuges, techniquement, tu peux t'en sortir. On a vu ça beaucoup de fois dans le monde. Il dit, une fois que cela est fait, cela ne veut pas dire que la vérité n'existe pas. La vérité n'a eu que son cou qui a été tordu. Il dit donc, quand on sort d'une telle situation, comme c'était le cas de Laurent Gbagbo, qui a échappé in extremis à la justice, il dit donc, le désir de voir l'impunité s'ériger en règle dans une nation ne doit pas donner de la suffisance à cet acteur politique-là pour penser que lui, il est devenu un grand homme politique. Il demeure un criminel patenté, un criminel sans cœur, un criminel avec les mains pleines de sang humain, un criminel de tout acabit, un braqueur de banque. Tout cela sur fond d'un régime calamiteux, des choix douteux, des décisions et des actes ratés totalement. Voilà ce qu'aurait été le régime de Laurent Gbagbo. Et au lieu d'en avoir honte, et au lieu d'assumer ses insuffisances, ses médiocrités, ses lacunes, ses iniquités, il vient aujourd'hui, non, je suis un grand chef de parti politique. Ça n'a rien à voir. Et si tel était le cas, ça veut donc dire même Yakou le Chinois peut être chef de parti politique. Ça veut donc dire que Ben Laden peut être chef de parti politique. Le vrai Ben Laden qui s'est fait canarder là. Puis on a jeté son corps à la mer. Voilà un chien qui vient faire tuer des milliers de personnes et qui pensait que ça allait rester comme ça. Ceux aussi qui ont été tués dans le World Trade Center là, eux méritaient de vivre. Quand tu assumes quelque chose là, tu assumes aussi les conséquences. Et donc, Ben Laden pouvait dire, comme on ne m'a jamais attrapé, donc je suis une figure historique. C'est pourquoi on a jeté son corps, les poissons ont mangé son corps. Et donc, quand la perversité atteint ce niveau-là, on se demande si l'individu lui-même n'est pas malade dans la tête. Et il se coupe volontairement de la réalité. C'est ce qu'on appelle le déni de la réalité. Pour se donner une image qu'il n'aura jamais. Parce que Laurent Gbagbo peut rêver d'être un grand homme politique, un homme politique. Ah non, c'est moi, j'ai fait que il y a eu le multipartisme. Si quelqu'un arrive à me prouver que c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé un multipartisme en Côte d'Ivoire, je lui donne 2000 $. S'il vous plaît. Je vais prendre cet argent-là dans mon immeuble. C'est que les gens qui paient le loyer, là, je vais prendre 2000 $ et puis vous donner. C'est pas à discuter. C'est moi, ma bouche là, qui a dit ça. Venez me prouver que Laurent Gbagbo a été le chef, la personne par qui le multipartisme est rentré en Côte d'Ivoire.
Allez demander à Mathieu Kérékou comment le multipartisme est rentré au Bénin. Allez demander à tous les chefs d'État, entre 90 et 92, comment le multipartisme est rentré en Afrique. C'est la France qui a imposé le multipartisme dans nos pays. Le vieux Fou a dit, les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Les Français, à travers leur chef d'État de l'époque, a dit, faites, vous allez faire aussi. Parce que quand tu es pauvre là, et que tu as besoin d'un plus fort que toi, tu seras obligé de le faire. Laurent Gbagbo est un menteur, un affabulateur, un trompeur de conscience qui ne fait que profiter des situations pour se donner une image qu'il n'aura pas. Là, le multipartisme est rentré en Côte d'Ivoire sur une décision de la France qui voulait changer l'échiquier politique de nos différents États en Afrique. Et c'est pourquoi vous avez vu les Nicéphore Soglo venir enlever les Mathieu Kérékou. Et dans plusieurs pays africains, on a vu cela. Maintenant, moi je dis quelque chose. Et je dis, si ce que j'ai dit est faux là, je te donne 2000 $ pour ajouter dessus. J'attends un seul garçon pour venir me contredire. Là, on va sortir les vrais dossiers pour montrer. Mais déjà, comme je le disais, les déclarations sont là. Les déclarations des différents présidents africains sont là, où ils ont plaidé auprès de la France pour dire d'aller doucement. Et que le multipartisme allait apporter plus de conséquences que de bonnes choses. Mais ça a été une vérité. Depuis qu'il y a eu le multipartisme, est-ce qu'on n'a pas vu les guerres d'ethnie se multiplier? Est-ce qu'on n'a pas vu des pays être déchirés? Est-ce qu'on n'a pas vu des pays être défigurés? Tout le monde se pense politicien aujourd'hui. Et tout le monde pense que c'est à travers la politique qu'il va exister. Et donc tout le monde veut faire de la politique pour être devant la chose publique, pour pouvoir jouir facilement de la vie. Voilà ce que le multipartisme nous a apporté. Et Laurent Gbagbo ment à ses partisans que c'est lui qui a fait venir le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce qui est faux, ce qui est archi faux et ce qui est un mensonge historique. En tant que dirigeant, je vous fais l'économie du désespoir qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'opposant, allez prendre ses propos aujourd'hui et regardez toute la litanie de mensonges qu'il a eu à dire. Si je suis opposant, je peux faire que le soleil peut sortir du centre de la terre, etc., etc. Que n'a-t-il dit? Mais une fois qu'il était dans l'opposition, on a pensé que ce monsieur-là seul pouvait transformer le monde. Mais ce n'était que des tas de mensonges, parce qu'une chose est de parler, mais une chose est d'être mis en face de la réalité. On a découvert toutes les limites de l'individu qui ne valait absolument rien du tout. En réalité, quand on a été un individu sans valeur, on le demeure. Il dit même avoir été enseignant. Mais montrez-moi un seul élève d'éclaireur, de ce monsieur Laurent Gbagbo. Montrez-moi un seul élève de Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui dit, moi j'ai été enseigné par lui là. Soyons un peu sérieux quand même. On ne peut pas faire toute une vie dans le mensonge. Et son dernier mensonge un jour, c'est ce que je venais de vous démonter. On a vu des grandes théories qu'il serait malade en fin de vie. Allez reprendre toutes mes déclarations depuis le jeudi qu'il n'a jamais été malade. Mais attendez, demain vous allez voir s'il a été malade ou pas, vous allez constater. En fait, c'était une stratégie de diversion pour voir s'ils allaient réussir leur coup par la violence, le rapport de force. Laurent Gbagbo pense que lui, il est trop guerrier. Il faut que lui fasse tout par la force. Mais tu as trouvé garçon en face de toi. Ouattara avec ses partisans que nous sommes là. Tu as trouvé garçon aussi. Parce que nous là, en réalité, même là, c'est ça, nous on aime. Quand c'est facile là, nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. Quand c'est facile là, nous-mêmes, on n'aime pas. En tout cas, tu as trouvé garçon devant toi. Ce que Cuba a dit là, tu vas aller t'inscrire 1000 fois, on va t'enlever 1000 fois. Tu n'as que deux choix. Soit tu acceptes d'aller purger ta peine, en vrai garçon, pour dire je reconnais les faits, mettez-moi en prison. Là maintenant, nous on te met en prison. Et puis maintenant, ce que tes partisans peuvent faire là, c'est pas de dire qu'ils vont nyangami pays là. Nous aussi, on va les nyangami aussi. Mais le pays là va rester. Ça, c'est le premier choix. Mais comme tu n'es pas suffisamment garçon, tu vas sortir demain pour pleurnicher. Nous, on connaît déjà. Mais nous, on s'en fout de tout ça. Il faut aller dire aux Damana, Picasso et autres là, que leur stratégie, ils font pitié des petites poules mouillées là. Ça ne nous impressionne pas. Ce que vous avez commencé là, vous allez aller jusqu'au bout.
nous, on va vous obliger à aller jusqu'au bout. Et donc, quand l'indignité, le manque de respect de soi a caractérisé toute une vie, je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on mette les pendules à l'heure pour situer chacun et mettre chacun en face de ses responsabilités. Et Dieu merci à Internet, le mensonge ne peut plus prospérer. C'est ce qui va nous faire passer au texte de notre mère. Vous savez que les mercredis sont dédiés à nos mères et les mercredis de Dominique. Et il y a notre mère, Nafta, que les Blancs appellent Nefertiti, qui nous a écrit un texte et elle a laissé aussi l'enregistrement vocal que nous allons vous lire. Et après cela, donc, nous allons laisser la parole aux uns aux autres pour 1 heure du temps. Vu qu'en semaine, nous sommes très occupés, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, on écoute ici l'audio et après, les uns et les autres auront droit à la parole. Bonjour à tous, bonjour les clerins, bonjour à toute la classe, au Chao et au Mao. Alors, moi aujourd'hui, je présente un texte qui a pour titre « Que reste-t-il de la femme ?» Alors, je commence, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'elle était magnifiée? Qu'est-ce qu'elle était respectée? Dans un passé récent, la femme était considérée comme l'échine de son homme. En plus d'être aimée comme aime à le dire mère Fiona, Cora, la femme est le socle de la famille. Elle était incontournable, conseillère pour son époux. N'est-ce pas pour cette raison que l'on dit la nuit porte conseil? En fait, la nuit ne parle pas à l'homme, mais c'est la femme qui, dans le secret de l'alcôve, lui prodigue des conseils empreints de sagesse. L'homme est bien sûr capable de trancher, mais quand vient l'heure de se prononcer, il prend une décision soumise en amont à sa femme. Pourquoi? Parce que l'épouse est celle qui relaie la mère génitrice de l'homme. En plus, c'est à la femme que le bon Dieu a jugé bon de confier l'action de porter et de donner la vie. Aujourd'hui, il existe un autre type de femme, telle que Sylvie Tagro, la compagne de Soro Guillaume, Anna Meriem Diamanka et Kadi Kone, les deux épouses d'Ousmane Sonko. Jouent-elles vraiment le rôle de conseillère auprès de leurs époux? Sont-elles ces femmes bijoux juste bonnes à parer leurs époux? Dites-moi, croyez-vous que leur moitié leur fait l'honneur de leur demander conseil, voire de solliciter leur bénédiction? Si leur époux les associait à ces projets politiques, pensez-vous que ces femmes donneraient le quitus à leur mari d'avoir recours à la violence meurtrière? Comment vivent aujourd'hui les deux épouses, Anna Diamanka et Kadi Kebe d'Ousmane Sonko et Sylvie Tagro de Soro Guillaume? Ont-elles le sommeil tranquille de savoir que le chemin de la quête au pouvoir de leurs époux respectifs est jonché de corps sans vie, de pauvres innocents manipulés? Ceci, Simone l'a fait en justifiant inqualifiable à son temps et mal lui en prie. Jamais, au grand jamais, elle ne se pardonnera à elle-même la stupidité qui l'avait poussée à justifier le viol d'innocentes femmes. Femmes en général, épouses des assoiffés du pouvoir, en particulier vous qui partagez la vie de ces criminels qui n'ont que la violence comme moyen d'accéder au pouvoir. Le pouvoir est non conforme au sang humain. Regardez autour de vous. Ceux qui ont essayé ont entamé une vie déplorable, comme une punition du bon Dieu. Alors, parlez à vos époux. Prenez la parole pour soulager la peine de ceux qui ont perdu des êtres chers ou des proches. Prenez pas la fuite. On vous connaît. Merci, j'en ai fini. Un texte proposé, coécrit avec Madame Blanc. Merci à tout le monde. Merci beaucoup le Clerel pour tout votre dévouement.
et à toutes les participants. On reste en écoute. Merci, bonne soirée. Chers mères, c'est nous qui vous disons merci. Merci du temps que vous nous avez accordé. Merci du temps que vous avez pris pour écrire ce beau texte interpellatif qui invite. En réalité, dans la vie, Dieu donne un rôle à chacun. Un homme a beau être fort, grand. On sait ce que Dalida a fait à Samson. C'est un exemple que je prends. Un homme a beau être intelligent. S'il lui manque sa moitié, il n'ira pas loin. En réalité, les hommes qui ont été toujours forts, ça je le dis, sont toujours entourés des femmes. Ça va surprendre beaucoup de personnes, mais un homme qui va être véritablement fort, quand il s'entoure des femmes, il va encore plus loin. Et ça, je n'ai peut-être pas trop envie de rentrer dans les détails. Et nos mères vont nous excuser, mais elles savent de quoi je parle. Parce qu'une fois que les femmes décident que tu vas aller loin là, elles ont toutes les manigances et toutes les stratégies de manipulation. Et donc si tu veux réussir là, il faut compter sur les femmes. Tu vas réussir, même si c'est le faux. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas créer certains blé goudés ou certains soroguios qui vont aller appliquer ça et puis dans le mauvais sens. C'est pourquoi on avait une école de sciences ésotériques où on n'acceptait jamais que les femmes participent. Pas parce qu'elles ne peuvent pas participer, mais parce qu'elles avaient déjà naturellement ces capacités-là et il ne fallait pas les accroître de façon illimitée. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc c'est pour dire qu'en vérité, quand une femme sait ce qu'elle est, quand une femme sait ce qu'elle vaut, en réalité elle n'a pas de limite. Et ça, il y a un petit exemple même. Combien de femmes peuvent dire à un garçon, viens, avec les yeux doux, et puis le garçon va dire, ça peut se compter sur le bout du doigt. Mais un garçon là, femme peut te refuser même si tu es au millième étage. Avec ta richesse, ta soie, ton or. C'est déjà un petit exemple pour vous dire qu'un homme là, cette même efficacité qu'elle a dehors là, c'est ce que j'ai dit là, tu as compris. Ça veut dire là, tu prends la plus vilaine du village, tu la mets là, elle dit, bon les gars, c'est comment venez. Nous tous là, on va partir. Elles ne se connaissent pas entre nous. Mais tu prends les plus beaux hommes du village, tu les alignes, la femme va, elle va dire, je ne suis pas prêt. Là, on parle en français ivoirien, là maintenant, on ne fait pas féminin masculin. Elle va dire, je ne suis pas prêt. Là, on parle même plus, je ne suis pas prête. Voilà. Mais cette capacité-là, il y a toujours un calcul derrière. La femme calcule plus que l'homme. Ça, il ne faut même pas qu'on se trompe dessus. Et c'est ça qui fait la grande différence d'une femme et sa force. Et donc, tu vas la voir comme ça, elle est fléguée là. Frère, il ne faut pas t'amuser. Hein? Si une femme, toi un garçon, un seul garçon, toi, femme, elle était incapable toi de te redresser là, c'est que... Non, c'est qu'elle ne voulait pas te redresser. Soit elle t'a laissé, ou bien soit elle fait rien avec toi. Un homme qui a insuffisance rénale comme Soro-Guillaume. Sylvie, toi là, si tu voulais le canaliser là, tu ne peux pas. Un homme même qui est déjà là, peut-être il va mourir bientôt. Mais c'est fait exprès. Elles veulent tous se voir première dame. En fait, voilà le problème. La femme de Blé Goudé rêve d'être première dame. Déjà, il est devenu ministre dans un monde parallèle. Soro-Guillaume, lui, veut même commander Ouattara. Lui veut commander Ouattara qui est au pouvoir. Donc, Sylvie rêve elle se voit déjà en première dame. Et donc, elles ont toutes perdu le sens de la réalité. Et déjà, je vois nos mères qui ont lancé des menaces. Elles disent, nous sommes fortes. Essayez et vous allez voir. Maintenant, ceux qui ne croient pas là, essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Moi, je suis du côté de nos mamans. Donc, tout le monde connaît ma position. Et effectivement, c'était pour rire, mais en réalité, si on avait des femmes fortes, intelligentes, qui étaient derrière ces personnes-là, on n'en serait pas arrivé à ces drames-là. Et il y a une femme dangereuse qui est dans le pays actuellement, Nadi Bamba.
Les gens là, elle parle pas haut. C'est Dalida qui est là comme ça. Elle là, elle va couper les cheveux de leur Samson, leur verre de terre là. S'il y a une femme aujourd'hui qui est cynique, mauvaise et méchante, je crois que Nadi Bamba fait partie des femmes les plus méchantes de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que Laurent Gbagbo fait là, elle approuve. Elle approuve pour quelle raison? Quand vous vous posez cette question-là, vous découvrez le visage hideux, dangereux, ignoble de cette dame. Toi, tu penses que Laurent Gbagbo, là, quand il dit que tes parents là, ne sont pas ivoiriens, là, que toi, tu es exclu. Et il t'utilise pour atteindre ses objectifs ethno-nationalistes, xénophobes. Toi, tu peux être quelqu'un de bien. Mon élan vous regarde. Et puis elle a volé Marie de Simone en plus. La vieille dame. Elle aussi, elle est énervée. J'ai quand même fait sport, gym, tout ça là, avant l'arrivée de Gbagbo pour se muscler un peu. On va continuer notre émission. Ça fait rire. Mais vous avez vu, elle avait salle de gym, tout ça pour se muscler. J'ai dit, mais c'est pas la peine. Bon, dans la vie, tout est permis, hein. Quand on va parler, on va dire on parle mal. Et donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. On va permettre aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Déjà qu'on est pris par le temps, il ne nous reste plus que 1h15. Et on va commencer par les premières personnes. Et ainsi de suite, on va pouvoir donner la parole à ceux qui se présenteraient. Allô? Allô? Bonjour le grand maître. Allô? Oui, bonjour le grand maître. Oui, bonjour monsieur l'éclaireur. Comment allez-vous? Ben, je vais bien, et vous? Dieu merci, tout va excellemment bien. Et la famille? La famille va bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci, que la grâce demeure. Amin, amin, amin. Donc, vous avez la parole. D'accord. Alors, je voulais rendre un hommage à monsieur Koulibaly Kubier. Alors, j'ai écrit un petit test. Je commence. Quelle classe, quelle élégance, quel charisme. La Côte d'Ivoire dispose encore de dignes fils à l'instar de M. Koulibaly Kubier. Oui, c'est de cet homme qu'il s'agit. Sur le plateau de NCI 360, ils sont restés bouche bée, comme des élèves en face de leur maître. Vous êtes venus avec des mots simples, appuyés des différents articles pour mieux expliquer votre démarche. Nous sommes fiers. Nous avons appris. Que dis-je? Toute la Côte d'Ivoire a appris. La CEI a été remise sur son piédestal, là où d'autres sont venus nous dire que le diable a eu raison de leur matière grise. Vous, M. Koulibaly Kubier, vous avez apporté cette lumière tellement pure et limpide qu'elle a fini par chasser ces ténèbres dont le PPHCI voulait nous couvrir. M. Koulibaly Kubier, Iniche, Inibara, Allah Kebradji. Enlevez-vous Nansen, mot. Nous saluons aussi votre épouse, elle aussi magistrate. Nous l'imaginons en train de dire dans son salon, oh que j'aime ce monsieur, je ne me suis pas trompé. Maman, aïe oh, je sais que tu me comprends. Pour finir, si le président Alassane Ouattara est à sa place dans notre univers, vous, M. Koulibaly Kubier, vous êtes à votre place à la CEI. Vive la CEI, vive les élections apaisées en Côte d'Ivoire, sous la maestrat du maître, del professeur Koulibaly Kubier. Rions un peu. Cher parti des plaisantins africains de Côte d'Ivoire, M. Koulibaly Kubier vous a tellement servi des bières que vous êtes enivré, sonné, égorgé. Pardonnez.
venez à la raison. 1000 inscriptions à gauche et 1000 inscriptions à droite, M. Laurent Gbagbo ne sera jamais candidat. Maître Abiba Traoré, Ika Famoua, avez-vous compris? Voilà les périodes de petits tests que je voulais faire pour dire merci à M. Coulibaly Kubien. Je vous remercie. C'est moi qui vous dis infiniment merci, parce qu'il faut savoir dire merci aux hommes au moment opportun. Et j'ai surtout aimé le nickname que vous allez lui donner. On va l'appeler maintenant Koulbi, parce que Coulibaly, Ibrahim Kubin, tout ça c'est difficile pour nous. On va l'appeler Koulbi. Mais j'ai dit, ce qui me plaît chez ce monsieur-là, c'est son éloquence. Ça veut dire ce qui est compliqué là, lui t'explique ça en une seconde. Ça veut dire que tout ce qui est tordu là, lui il redresse ça en une seconde. Quand il soit pour nous dire que c'est soi-disant centenaires, morts et autres là. Hier par exemple il dit mais c'est quel enfant qui ne grandit jamais? Quelqu'un qui est né en 2008, vous dites qu'il ne pouvait pas être sur la liste électorale. Mais quand on prend, on dit il est né quand la date d'inscription là. Où il a été inscrit en 2008 là, son âge a été bloqué, ça n'a jamais augmenté, mais il est toujours vivant. Et donc il utilise ces petites stratégies là pour frapper l'esprit profondément. Toi-même tu as assis, tu te dis ah vraiment ça c'est vrai hein? C'est comme si tu avais l'impression qu'il faisait ressortir quelque chose de nouveau à chaque fois, alors que c'est la même chose, mais comme pour dire que l'homme connaît son sujet. Et ça il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci parce qu'il a ouvert nos yeux. Les cataractes qui étaient sur nos cerveaux, là, il a enlevé. Aujourd'hui, là, les cataractes qui étaient 7 couches dans le cerveau des gores, là, c'est tellement enlevé que le vieux ver de terre dit demain, il va venir demander pardon. Parce que quand tu t'en fais un recours, là, ça veut dire que tu reconnais maintenant les faits. Peut-être que je me trompe, hein. Mais quand tu fais un recours, là, ça veut dire que tu reconnais au moins le verdict. Tu t'en vas maintenant contester. Et donc, Laurent Gbagbo a compris qu'il y a un vrai garçon qui dit, quand Kubin, il dit ne contre personne. Il dit, je suis là pour le droit. Et c'est sur des compétences de droit qu'on m'a mis là. Et donc là, j'exerce mon travail. Il explique les choses clairement. Quand il dit là, moi je ne peux pas enlever quelqu'un. Il faut que le papa ou même la maman, les parents de quelqu'un. Il explique clairement, il dit, même moi là, pour être un électeur là, par exemple, si moi je suis un électeur à New York, s'il y a quelqu'un qui est sur la liste électorale de New York, que moi je ne veux pas voir là, alors que la personne est décédée là, moi-même là, je peux me lever, je prends le certificat de décès là, je m'en vais, et puis je dis enlevez lui là, parce que voilà son certificat. Il dit, ils vont enlever, ils vont vérifier puis enlever. Je crois que les choses sont tellement claires. C'est la première fois qu'on a eu accès à autant d'informations de la CEI, et vraiment il faut dire merci à ce, parce que ce qu'il fait là, ça va nous éviter beaucoup de compréhension. Parce que le FPI voulait prospérer sur l'incompréhension, les amalgames, pour nous conduire dans les abîmes. C'est ce que ce monsieur-là a levé. Et ça, il faut lui dire merci. Merci infiniment. Et comme tu l'as dit, hein, 1000 fois inscrit, 1000 fois recours, tant qu'il n'y a pas amnistie, pas de Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour être électeur, encore moins candidat. Deuxième solution, il peut aller, il reconnaît les faits. S'il est vraiment garçon, il reconnaît les faits. Ce que vous me reprochez là, je suis prêt à assumer, puisque c'est moi le chef des criminels. Il se gonfle comme ça et puis il parle devant tout le monde. Et puis nous, on dit, c'est devant Ouattara tu fais ça. Maintenant, demain là, il faut te gonfler, tu dis, tu tapes Gadabou et puis tu dis, c'est moi le chef des criminels. Prenez-moi et puis là où les criminels sont, allez me mettre là-bas. Non, non, on sera trop content. Et c'est là qu'on va apprendre à te respecter. Là, tu vas purger ta peine. Quand tu vas finir là, on va écrire maintenant pour te dire, comme tu as fini ta peine là maintenant, là, il faut aller t'inscrire. Voilà les deux solutions. Mais il y a une troisième solution alternative que j'ai eu à dire ici il y a longtemps. Si Laurent Gbagbo est malin là, il n'a qu'à faire une lettre où il reconnaît tous ses crimes et puis il envoie ça à Ouattara. Maintenant, comme Ouattara aussi son affaire est dure, hein, peut-être qu'il va dire à Laurent Gbagbo de lire la lettre là publiquement, comme ce qu'il avait fait à Soro. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que c'est ce qu'il avait fait à Soro. Soro avait écrit la lettre. Il avait écrit la lettre. Il a donné ça au président Sassou. Maintenant, le vieux lui dit, il faut lire ça publiquement.
Aïe, mais quand tu m'insultes, mais c'est la vérité, quand tu m'insultais publiquement, là, qui t'a forcé? Donc là, si tu as écrit, c'est bien. Le petit gros dit, ah, si c'est ça, c'est moi, lui, il ne peut pas lire. Et c'est là, dans le vedot, tu n'es pas sérieux. Laurent Gbagbo, c'est ça aussi, on va t'imposer. Tu vas faire des 90 jusqu'à maintenant, là, tous les crimes que tu as fait. Comme tu es le chef des criminels, là, tu mets tous les crimes que tu as fait avec tes gars, et puis maintenant, tu signes, et puis tu vas lire publiquement. Après, là, moi-même, je vais prendre les élèves de la classe. Nous, on va aller déposer ça au bureau du président. Il n'y a même pas la poste. Hein. J'appelle les gars, là, ils vont aller déposer directement dans le bureau du président. Ça, nous prenons déjà cette garantie-là. Et là, au moins, parce que Laurent Gbagbo est très instable. Même, tu te souviens, à Kléber, là, il allait signer des documents là-bas. Après, il dit non, 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 que lui, que les gens tirent ses oreilles. Et puis que les gens crient sur lui. Lui, il a eu peur en même temps. Lui, il a signé. Et puis lui tremblait comme ça sur lui-même. Un vieux menteur irresponsable. Ça ne passera pas. Ouattara connaît Laurent Gbagbo que tout le monde. Mais Ouattara va les saurer. Jusqu'à ces militants même vont dire vraiment, c'est un ver de terre qui est là, il ne peut plus rien faire. Et c'est là nous aussi on les regarde. Maintenant, si c'est le terrain de la violence là, on est là aussi, on les attend. Ça, on ne le cache pas. Donc là, ils ne peuvent pas faire peur à quelqu'un. C'est eux qui voient leur Laurent Gbagbo là comme un dieu. Nous, on le voit comme poussière. Laurent Gbagbo est un spermatozoïde en décomposition. Il ne peut plus rien faire. Nous, on vous dit ça. Vous n'avez pas dit que vous êtes méchant, inhumain, mais vous allez trouver des plus durs, des plus endurcis que vous. Nous, on ne va pas vous laisser. Nous, on va vous dire ça. Et donc, vraiment, merci pour cet hommage-là. Parce qu'il faut que la CEI communique beaucoup. Tout ce qui est faux, là, ils n'ont qu'à casser devant nous. C'est ça qui tue le FPI. Et c'est pourquoi, dans ces jours-là, comme a dit Mamadou Touré, là, leur corps chauffe. Leur corps chauffe, on dirait Shintok qui a pris sur charge. Mais nous, on est là, nous, on est contents. Hein? Quand les gosses se portent mal, là, tu ne peux pas savoir la joie que ça me fait. Parce qu'ils ont trop fait de mal et ils sont en train de persister là-dedans. Et il faudrait qu'on puisse les réduire à leur plus simple expression. Vraiment, merci infiniment pour ce texte. Je voulais rapidement... Il n'y a pas de problème. Je voulais donner un carton rouge à tous les intervenants sur le direct d'hier. Ok. Parce que chaque fois, vous revenez sur le fait qu'après avoir fini d'échanger, il faut se mettre sur mute. Oui, oui. Vous avez vu tout le bruit, le tintamarre que ça faisait. Voilà, donc chers élèves de la classe, quand vous finissez de communiquer, mettez-vous sur mute tout simplement. Effectivement. Ça permet à l'éclaireur de gagner en temps et d'être efficace. Effectivement. Parce que quand il est en train de développer une idée et que par derrière, il y a des bruits qui viennent, ça casse pour ne pas dire sa dynamique. Et ça ne permet pas à monsieur l'éclaireur de continuer à pouvoir échanger, continuer à pouvoir parler. Voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup. Merci et puis, bonne suite. Merci infiniment à vous et bien des choses à toute la famille et que Dieu nous maintienne dans ses grâces. Amen. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer le voyage intellectuel avec les personnes qui se sont présentées et on va pouvoir aller un peu plus rapidement. Il y a quelqu'un qui demandait si Cuba c'est un Sénoufo. Oui, oui. Oui, oui. Cuba, en réalité, là, si on fouille, c'est pas un vrai Sénoufo. Pardon. Non. Laisse-moi parler. Il y a la démocratie dans ce pays-là. Si on fouille bien là, Cuba, là, même s'il veut, il n'a qu'à mettre mon nom à l'aéroport, mais moi, je vais lui dire ça en face. Si on fouille très bien là, Cuba n'est pas Sénoufo. Sa maman doit être peut-être Koyaka. Et puis, il doit être un peu Dida, mélangé. Et puis, ça va se terminer peut-être l'oncle de le cousin de son papa est peut-être vers Odiéné là. Quand tu mélanges ça ensemble là, c'est là que tu trouves des gens intelligents comme ça là. Comme notre cousin Yao Paul André, mais qui a vendu son service au diable. Sinon, vrai, c'est nouveau pour atteindre ce niveau là, c'est pas facile. Hein. Ils n'ont même pas encore fini avec Poro. Donc, ce que j'ai dit, la personne n'a entendu. Ce que j'ai dit, personne n'a entendu. Et donc, bonjour, cher Yann. Bon, bonjour, mon grand-oncle. Comment ça va? Bon, il y a la mère qui certifie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire.
Mais il faut dire à Cuba que moi, je le cherche. On va lui donner de nouveau extrait de naissance. Ça sera son premier diplôme aussi. Ah, mon grand, mais s'il n'est pas ce que tu as dit là, pourquoi vous allez lui donner encore un extrait de naissance là? Mais on peut se tromper, ça c'est que lui-même il a dit. Il dit que les erreurs sur les noms, on peut corriger. Ah, d'accord. Donc Okay, moi, je suis venu maintenant pour dire à Cuba, là, moi, je vais m'occuper de son cas. Allô? Oui. J'ai dit tu m'entends? Oui, je vous entends parler. J'ai dit que Cuba, là, il n'a pas dit que les erreurs, là, ça ne peut pas être source de retrait. Donc moi, je vais me charger. Oui. Donc moi, je vais me charger de lui faire un nouveau nom pour lui donner son vrai nom. Et puis maintenant, je vais le mettre sur la liste. Non. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, nous, on est très fiers de lui. Quand j'ai lu nous, je parle de toute la Côte d'Ivoire. En particulier, c'est un peuple. On est très fiers de lui. On est très fiers de ce qu'il fait. Et vraiment, surtout, on salue vraiment son éloquence, son érudition et puis vraiment toute sa connaissance dans son domaine. Et merci encore, parce qu'on n'est plus à l'époque de Honoré Dieu, qui a été pris en otage par ce barbare.